Washington demande à Kigali de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et de cesser son soutien aux rebelles du mouvement du 23 mars. Ces derniers affirment avoir tué plus de 400 militaires. Vous le savez, c'est demain, jeudi 25 juillet, que seront officiellement lancées les élections législatives au Togo, et ce, après moult discussions. Et hier, mardi, le chef de l'opposition syrienne était à Paris, en France. Il a profité de cette occasion pour demander davantage d'aide militaire à la communauté internationale. Bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Anaïs Autin et vous regardez Vox News. Les États-Unis ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et de cesser son soutien aux rebelles du mouvement du 23 mars, le M23. L'annonce a été faite hier, mardi, par la porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki. La veille, l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch avait publié un rapport accablant sur le M23, rébellion qui combat l'armée congolaise depuis mai 2012 à l'est du pays, l'accusant d'être à l'origine de nombreuses exactions. Selon la porte-parole du département d'État américain, Washington aurait recueilli des preuves de l'implication de Kigali dans ces faits armés. Le ton hausse donc entre les États-Unis et le Rwanda, et cette annonce intervient à 2 jours d'une réunion de l'ONU sur les conflits dans la région des Grands Lacs. De son côté, Kigali, membre non permanent au Conseil de l'ONU, campe sur ses positions. On écoute Jen Psaki, porte-parole du département d'État américain à ce sujet. Bien sûr, nous condamnons la dernière série d'attaques du M23 en République démocratique du Congo. Les rebelles du mouvement du 23 mars ont repris les combats, compromettant gravement les efforts régionaux et internationaux visant à résoudre pacifiquement la situation dans l'est de la RDC. Eh bien, nous croyons qu'il y a toute une série de preuves crédibles qui appuient le rapport de Human Rights Watch et qui prouvent le soutien de hauts responsables rwandais au M23 et des militaires rwandais en RDC. Nous appelons le Rwanda à cesser immédiatement tout soutien au M23, de retirer le personnel militaire posté à l'est de la RDC et de poursuivre ses engagements en vertu des accords de paix. On reste en République démocratique du Congo, alors que les combats ont repris depuis le 14 juillet entre l'armée congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23. Ces derniers affirment avoir tué plus de 400 militaires. Des chiffres très discutables, mais surtout une déclaration qui risque de mettre le feu aux poudres à de fragiles négociations de paix avec le gouvernement Kabila. Les pourparlers de paix entre le M23 et Kinshasa ont été maintes fois entrepris, mais sans résultat jusqu'à présent. Je vous rappelle que le M23 est composé de Tutsis congolais, intégrés dans l'armée congolaise suite à un accord de paix signé en 2009. Ils se sont mutinés en avril 2012, estimant que cet accord n'avait pas été respecté. Et puis vous le savez, c'est demain, jeudi 25 juillet, que seront officiellement lancées les élections législatives au Togo, et ce, après moult discussions. Hier, mardi 23 juillet, Lomé accueillait les derniers meetings. En province, une candidate de l'opposition a vu son cortège agressé. La tension est donc à son comble, alors que la population togolaise devra élire les 91 députés de l'Assemblée nationale. Vox Africa est allé pour vous recueillir quelques réactions dans les rues de Lomé à la veille de ce scrutin. Les propos recueillis par APA TV Togo. Pour ces élections, fondamentalement, on a une seule attente. C'est que les résultats sortis des urnes soient la réelle volonté du peuple togolais. Moi, l'essentiel que notre Togo évolue, que nous trouvons à manger. Nous allons nous organiser avec les populations togolaises pour empêcher les fraudes. Nous sommes là d'abord pour les populations, pour régler leurs problèmes, pour les aider, pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Et puis, nous vous en parlions dans notre édition de la mi-journée. Le Mali est sur le qui-vive et c'est principalement Kidal, dans le nord-est du pays, qui cristallise la tension.
Kidal était encore tout récemment sous le contrôle des rebelles Touaregs avant un accord signé avec le gouvernement de transition. L'intervention militaire franco-africaine en début d'année 2013 a permis un semblant de retour à l'ordre étatique dans le pays. Reste désormais à asseoir cette légitimité politique. Et c'est tout l'objectif du scrutin présidentiel de dimanche prochain. Un scrutin qui fait déjà des mécontents d'ailleurs, les Maliens résidant à Paris. En effet, faute d'obtenir la carte d'identification biométrique faisant office de carte d'électeur, des milliers de Maliens se voient privés de scrutin. Selon les chiffres officiels, les Maliens de France sont 200 000, mais seuls 91 000 d'entre eux sont enregistrés sur les listes électorales. Le consulat du Mali en France reconnaît n'avoir reçu que 29 000 cartes électorales. Alors qui mieux que les Bamakois pour nous parler de leur ressenti dans la capitale à l'approche du scrutin? Témoignage. Malgré tout, il faut aller aux élections, ça c'est une obligation, parce que c'est l'avenir de tous. Tout le monde cherche le bonheur. On veut seulement le bonheur de tout le monde. Nous souhaitons vraiment que le nouveau président qui viendra soit quand même à la hauteur, vraiment pour nous sortir de ce mauvais pas. Et nous espérons bien, vraiment. Moi quand même si jamais mon candidat venait, je suis sûr que vraiment quand même, le Mali vraiment va s'en sortir. Ce qui est sûr, vraiment. Et qui est votre candidat? Ah bon, alors là quand même, ça c'est mon petit secret à moi, mais quand même ça je peux vous le dire sans abage. Alors ça c'est IBK. Okay. On reste en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une mutinerie dans la nuit de mardi à mercredi à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Tout aurait commencé quand un détenu a tenté de s'évader. Les forces de sécurité ont voulu le transférer vers une autre prison lorsque les autres détenus se sont révoltés et ont attaqué les gardes à l'aide d'armes blanches et de barres de fer. La police et la gendarmerie ont été appelés en renfort pour ramener le calme. La MACA est la plus grande prison civile de Côte d'Ivoire, avec près de 5000 détenus pour 1500 places. En bref, au Burkina Faso, la possible création d'un Sénat ne cesse de soulever agitation et polémique. Maintenant, c'est à l'Église catholique de se jeter dans la mêlée. Les évêques s'insurgent contre le projet de création d'un Sénat et dénoncent une situation sociopolitique très préoccupante. En effet, selon eux, un Sénat ne serait d'aucune utilité publique, mais représenterait un coût conséquent, argent qui pourrait être bien mieux mis à profit dans un pays dont 44% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Au Nigeria, la compagnie pétrolière Shell est de nouveau empêtrée dans un scandale judiciaire. Les autorités britanniques ont en effet ouvert une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent liés à un bloc pétrolier nigérian actuellement détenu par des filiales des groupes anglo-néerlandais Royal Dutch Shell et l'italien Eni. Les informations concernant le changement de propriétaire du bloc offshore OPL 245 ont attiré l'attention de groupes anticorruption qui réclament une plus grande transparence des liens existant entre les entreprises énergétiques et les gouvernements étrangers. Pour le moment, Shell n'a pas souhaité commenter, tandis qu'Eni affirme avoir agi selon la loi, ajoutant que l'accord portant sur le bloc OPL 245 avait été uniquement conclu avec le gouvernement nigérian. Toujours au Nigeria, une décision du Sénat autorisant le mariage pour des jeunes filles mineures a mis tout le pays en émoi. Le sénateur Ahmed Sani Yerima, qui a vivement défendu le droit à épouser des mineurs au Nigeria, enflamme la controverse. Son argumentaire s'appuie sur les traditions de l'islam, qui selon son interprétation ne pose aucune limite d'âge au mariage des filles. Dès l'annonce que la Constitution ne serait pas modifiée comme il était prévu, une pétition a commencé à tourner, réunissant déjà plus de 18 000 signatures. Et puis non loin de là, au Cameroun, quelques jours seulement après la torture et le meurtre d'un célèbre militant homosexuel, hier mardi, un tribunal de Yaoundé a condamné 2 autres jeunes hommes pour homosexualité. Joseph Ongba, détenu depuis bientôt 2 ans, a été déclaré coupable d'outrage sur mineur, suivi de rapports sexuels et d'homosexualité, et condamné à 2 ans de prison ferme. L'autre homme a été déclaré coupable d'homosexualité et condamné à 1 an avec sursis. L'homosexualité est interdite au Cameroun et passible d'une peine de 5 ans de prison. Le programme alimentaire mondial, le PAM, tire la sonnette d'alarme.
Depuis le début de l'année 2013, la reprise des violences dans la région du Darfour à l'ouest du Soudan a obligé plus de 250 000 personnes à fuir leur village et abandonner leur mode de subsistance. Le conflit, qui dure depuis une décennie, s'est intensifié ces derniers temps. Les tribus s'affrontent pour les ressources et les terres agricoles, provoquant la plus grande vague de déplacements qu'ait connue la région ces dernières années. Le programme alimentaire mondial peine à poursuivre ses activités et à venir en aide aux familles vulnérables. À noter que ce mercredi, des rebelles du Darfour, le JEM, le mouvement pour la justice et l'égalité, a attaqué un convoi militaire au Kordofan Nord. Cette attaque intervient à l'approche de l'expiration du délai fixé par Khartoum pour bloquer le brut du Soudan du Sud, accusé de soutenir la rébellion. On écoute donc Adnan Khan, directeur du programme alimentaire mondial au Soudan. Eh bien, en plus de la distribution générale de vivres que nous avons pour les populations déplacées et ceux qui sont gravement touchés par un conflit, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a une autre gamme d'activités. En plus de son programme général de distribution alimentaire qui comprennent les activités nutritionnelles, qui incluent l'alimentation scolaire, qui comprennent la nourriture au travail, la nourriture pour les personnes actives, des vivres pour la formation et ceux qui ont des bons de caisse pour stimuler les marchés. En Égypte, la tension reste vive entre pro et anti-Morsi. Les deux camps restent mobilisés et les violences se poursuivent. Au moins 10 personnes sont mortes en l'espace de 24 heures. Les partisans du président déchu affirment que des policiers en civil ont tiré à balles réelles sur un défilé de sympathisants de Mohamed Morsi. Des allégations démenties par le nouveau gouvernement d'Adli Mansour. Et les provocations continuent. Par la voix du chef de l'armée égyptienne, le général Abdel Fattah al-Sisi, le nouveau gouvernement égyptien appelle ses partisans à manifester contre le terrorisme ce vendredi. Des menaces immédiatement rejetées par les frères musulmans. La confrérie musulmane a assuré que ces menaces ne dissuaderaient pas des milliers de gens de continuer à manifester pour le rétablissement de Mohamed Morsi, condamnant au passage un appel explicite à la guerre civile. Écoutez plutôt. Je demande que vendredi prochain, tous les Égyptiens honnêtes et dignes de confiance manifestent. Pourquoi ? Je veux que les Égyptiens manifestent pour me donner un mandat pour en finir avec la violence et le terrorisme. Je pense que quelqu'un veut mener ce pays sur une route dangereuse. Quand des millions d'Égyptiens sont descendus dans les rues, l'armée a obéi et répondu à leur volonté. Personne ne devrait penser que la feuille de route que nous avons présentée et les procédures que nous avons prises peuvent être retirées. Le Ramadan, un mois d'abstinence et de dévotion pour les musulmans, c'est aussi un changement d'habitude alimentaire, professionnelle, vestimentaire, entre autres, constaté au Sénégal. Plus de détails dans ce reportage d'APA TV. Un début d'après-midi à Dakar où les musulmans sont en plein Ramadan. De longues files se forment devant les boulangeries pour se procurer du pain pour la rupture du jeûne. Je viens du travail, donc la galette est à ma portée. On fait la commande, on va à la caisse, on paye et on te sert. Ouais. C'est pas compliqué. À quelques mètres de là se trouve l'arrêt du bus. Bon nombre de Dakarois quittent les bureaux 1 ou 2 heures plus tôt que d'habitude pour arriver à la maison à temps. Une situation qui chamboule les horaires du travail, surtout dans l'administration publique. Avec les problèmes du bus et l'embouteillage, il est évident que les gens sont obligés de descendre un peu tôt pour rentrer à la maison et prendre leur ndogu. Le Ramadan, c'est aussi et surtout le changement dans le port vestimentaire. Les décolletés laissent la place à des robes longues et ou de voiles. Cette période est aussi souvent également marquée par une flambée des denrées de première nécessité. Au marché Tilène, par exemple, c'est le cas pour certains condiments, notamment l'oignon, la pomme de terre, le riz, entre autres. Actuellement, tous les prix sont revus à la hausse. De l'oignon au riz, en passant par les pommes de terre. Il faut le dire, tout est cher. Tout est cher, surtout en ce mois béni de Ramadan. Il n'y a pas de poisson, encore moins de légumes. De jour en jour, la situation se complique pour nos ménagères. En ce mois béni du Ramadan, les habitudes et les attitudes changent chez beaucoup de personnes. Chacun y va de son propre style dans l'observance de ce 4e pilier de l'islam. Il s'y ajoute un ralentissement considérable des activités, presque dans tous les secteurs. Et parlant un peu d'économie à présent, la monnaie ghanéenne, le cedi, est mal en point. Sa valeur a fortement chuté mardi.
Il s'agit d'une baisse historique face au dollar selon les experts, de mauvais résultats reflétant selon eux des déséquilibres structurels dans l'économie ghanéenne. Pour la Banque du Ghana, cette baisse est en partie due à la hausse des frais de change ainsi qu'à une augmentation saisonnière de la demande pour le dollar. Et face à cela, la Banque centrale a pris des mesures, dont la vente de bons à moyen terme pour éponger cette liquidité et le renforcement des restrictions de change interbancaires. Le déficit budgétaire du Ghana a augmenté de 12,1% en 2012, énervant économistes et soulevant des inquiétudes sur la gestion budgétaire du gouvernement Mahama. Et justement, à ce propos, la baisse de la croissance en Chine aurait-elle des conséquences sur l'Afrique? Ces dernières années, le commerce de la Chine avec l'Afrique a bondi. Cette croissance est due en grande partie à l'exportation de minerais africains. Seulement, la croissance chinoise est en perte de vitesse. Au deuxième semestre de l'année 2013, elle est tombée à 7,5%, un coup dur pour le géant chinois, mais aussi pour les pays africains. Les explications de Léon Ouedraogo. Alerte rouge, l'économie chinoise est au ralenti. Après plus de 20 ans de pleine croissance, c'en est fini de la belle époque. Selon les analystes, le géant asiatique se dirige vers sa plus faible croissance depuis 13 ans. Les obstacles économiques à l'ouest affecteront surtout le sud. Et le premier continent à en pâtir, c'est l'Afrique. La Chine est son plus grand partenaire commercial et l'influence de Pékin est visible dans de nombreux domaines. De son côté, le continent africain est un grand exportateur de matières premières pour la Chine. Le ralentissement de la croissance chinoise devrait donc affecter, en tout premier lieu, les pays qui exportent du pétrole et des minéraux. Je pense que nous allons faire face à un ralentissement et que ça va être pire que ce à quoi on s'attend. L'Afrique sera touchée et en particulier les pays qui ont une grande relation commerciale avec la Chine. Ce n'est pas difficile de les repérer. L'Angola, la Zambie et son industrie du cuivre et beaucoup d'autres. Victime de la crise en Europe et aux États-Unis, 2013 sera une année test pour le géant chinois. Les nouvelles autorités devront donc multiplier les réformes pour enrayer le ralentissement de la croissance. L'Afrique a donc tout intérêt à rester sur ses gardes, mais pour cet analyste, le continent africain peut tirer parti de cette situation. L'Afrique est aujourd'hui le continent à la croissance la plus rapide dans le monde. Et je pense que cette situation va se poursuivre pendant longtemps. Nous sommes dans une période de rattrapage comme la Chine, il y a 10 ou 20 ans, ou l'Inde et le Brésil qui ont connu ça il y a quelques années. C'est le moment de l'Afrique et je m'attends à ce que l'Afrique se développe plus rapidement que la Chine. Les liens de la Chine avec l'Afrique remontent aux années 50. Au fil des ans, Pékin a étendu sa toile construisant des routes, des voies ferrées, des stades, mais aussi des oléoducs pour avoir accès au pétrole et aux minerais et ainsi alimenter son économie en plein essor. Beaucoup en Afrique voient la Chine comme un contrepoids à l'influence de l'Occident, mais alors que la relation mûrit, un malaise grandit. Malgré l'apport de l'Afrique à l'essor de la Chine, de façon générale, le continent africain stagne toujours. Toujours en Chine, 9 personnes sont mortes et 11 autres ont été blessées après de fortes intempéries dans la province du Shaanxi lundi. Les pluies torrentielles ont provoqué 163 glissements de terrain dans cette ville montagneuse. Environ 939 logements se sont effondrés et 1106 autres ont été gravement endommagés. Dans la province du Sichuan également, dans le centre-ouest du pays, toujours lundi, 1400 personnes ont dû être déplacées suite à un glissement de terrain. Enfin, dans le nord-ouest du pays, c'est un séisme qui a touché la province du Gansu. Au moins 94 personnes ont perdu la vie. Mardi soir, les secouristes continuaient toujours de fouiller les décombres. Et dans le reste de l'actualité, hier mardi, le chef de l'opposition syrienne était à Paris, en France. Il a profité de cette occasion pour demander davantage d'aide militaire à la communauté internationale. Alors que les pays occidentaux redoutent de faire parvenir à l'opposition syrienne des armes qui pourraient tomber dans les mains de groupes liés à Al-Qaïda, Ahmad Jarba tente de les convaincre que la coalition a intégré des composantes laïques et des personnalités indépendantes et est une structure sur laquelle ils peuvent compter. Après la France, Jarba devrait se rendre aux Nations Unies pour y rencontrer vendredi les membres du Conseil de sécurité. Et pendant ce temps, sur le terrain, les combats continuent. L'ONU affirme notamment avoir été informée de 13 attaques chimiques présumées.
Partons au Pakistan à présent, où le pays est en plein préparatif à l'approche des élections présidentielles le 30 juillet prochain. Première étape, la désignation des candidats par les partis politiques. Pour rappel, au Pakistan, le président est élu par un conseil formé de sénateurs du Parlement fédéral, de députés de l'Assemblée nationale et d'élus des assemblées provinciales. La fonction présidentielle est devenue presque symbolique au Pakistan depuis un amendement constitutionnel de 2010. Selon les analystes, la Ligue musulmane, le PMLN du nouveau Premier ministre Nawaz Sharif devrait faire élire son candidat à la présidentielle. Rappelez-vous, cela s'est passé en octobre 2010. Annie Dewani, alors en voyage de noces, avait été tuée par une balle à la tête dans la banlieue de Cape Town, en Afrique du Sud, lorsque son taxi avait été braqué par 2 hommes armés. Son mari, l'homme d'affaires Shrien Dewani, est à présent soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son épouse. Un juge du tribunal de Westminster à Londres a estimé que l'état de santé de Dewani permettait qu'il soit jugé en Afrique du Sud et a finalement ordonné son extradition. Dewani, originaire de Bristol et âgé de 33 ans, a été diagnostiqué avec le syndrome de stress post-traumatique et de dépression et reçoit un traitement dans un hôpital près de Bristol. Ses avocats avaient demandé le report de la décision en raison de son état mental, craignant un risque de suicide. Écoutez justement les réactions de quelques Sud-Africains concernant cette affaire. Je pense que comme le crime a été commis dans le pays, il devrait venir ici et faire face aux conséquences dans notre pays pour montrer que nous avons un système judiciaire fort. Dewani doit revenir parce qu'il a commis le péché d'avoir tué sa femme en prétendant qu'il l'aimait, mais il ne l'aimait pas. S'il n'a rien à cacher, s'il est innocent, je pense qu'il devrait revenir ici et faire face à la justice. Tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Des nouvelles d'Edward Snowden, l'ancien employé de l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA, bloqué à l'aéroport de Moscou depuis un mois, pourrait bien en sortir d'ici peu. Selon certaines sources, Snowden aurait reçu des documents lui permettant de sortir de l'aéroport dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile. Des informations pas encore confirmées par son avocat. Le jeune informaticien a officiellement demandé la semaine dernière un asile provisoire à la Russie, faute de pouvoir rejoindre un des pays d'Amérique latine qui s'était déclaré prêt à lui accorder l'asile. Et au même moment, le Congrès entamait des débats houleux sur la NSA aux États-Unis. Il s'agit d'interdire à la NSA de collecter, via son fameux programme PRISM, des données sur de banals citoyens américains. En résumé, la NSA ne pourrait finalement espionner que des suspects. Ne touchez pas à nos hôpitaux, c'est le cri de guerre que médecins grecs, infirmiers et employés d'hôpitaux ont lancé ce mercredi dans les rues d'Athènes en protestation au projet du gouvernement qui veut fusionner les hôpitaux et réduire ainsi le personnel. Ce mouvement de protestation, qui fait écho à de nombreux autres mouvements, engage le pays dans une crise qui semble s'installer. Rappelons que le secteur de la santé en Grèce connaît depuis 2010 de nombreuses difficultés, depuis que le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de réforme de l'économie. En 2014, en Grèce, le gouvernement prévoit de licencier près de 15 000 travailleurs de la fonction publique. Et je vous propose de finir ce journal sur des images attendrissantes, celles de petits pandas en Chine. Le centre de protection des pandas dans la province du Sichuan a accueilli pas moins de 6 nouveaux pandas en l'espace de seulement un mois. Un panda géant femelle nommé Meng Meng, né le 10 juillet, et 5 autres mères de pandas ont donné naissance à 6 bébés, dont des jumeaux. Selon les autorités, la période de juin-septembre est la saison de reproduction des pandas géants. Cette année, le processus de reproduction des pandas est demeuré inchangé grâce à une bonne anticipation et malgré les orages fréquents et le séisme qui ont frappé la province ces dernières semaines. Voilà, c'est tout pour l'actualité, mais avant de se quitter, rejetons un coup d'œil au titre. Washington demande à Kigali de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et de cesser son soutien aux rebelles du mouvement du 23 mars. Ces derniers affirment avoir tué plus de 400 militaires. Vous le savez, c'est demain, jeudi 25 juillet, que seront officiellement lancées les élections législatives au Togo, et ce, après moult discussions. Et hier, mardi, le chef de l'opposition syrienne était à Paris, en France.
Il a profité de cette occasion pour demander davantage d'aide militaire à la communauté internationale. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mercredi 24 juillet. Merci de nous avoir suivis. Je vous quitte en vous souhaitant une très bonne soirée. Au revoir.